Bonjour à tous et bienvenue pour ce TD de gériatrie, le TD numéro 2, où ça va être l'occasion d'approfondir les autres items qu'on a déjà abordés dans les conférences précédentes, mais cette fois plus pratico-pratique avec des questions phares qui vous seront utiles et qui sont très tombables au concours. Donc, pour le premier TD, on avait abordé tout ce qui était démence, dans les détails, la dépression, la nutrition, l'arthrose et là, aujourd'hui, on va aborder tout ce qui, concerne la confusion, les ostéopathies fragilisantes, les troubles nutritionnels, tout ce qui touche encore à la personne âgée. On va parler un peu d'ophtalmo avec l'altération chronique, de la vision. Également, tout ce qui est, vieillissement, les troubles de la marche et de l'équilibre, les douleurs, parce que, les patients sont souvent sujets à ces problématiques, les soins palliatifs associés, les troubles de la miction et l'incontinence urinaire, du sujet âgé et un petit mot sur l'autonomie et ce sera l'occasion, de faire des petits rappels aussi sur les bilans, à la fin, les bilans et les syndromes gériatriques à bien retenir. Donc on commence par ce premier QCM. Quels sont les médicaments, pris par, la patiente qui pourraient être à l'origine d'une confusion? Patiente âgée, qu'est-ce qui pourrait entraîner une confusion? Alprazolam, qui est une benzodiazépine, INS, hydroxyzine, qui est, un antihistaminique de première génération avec, un risque, justement, bon, anticholinergique, j'en parle pas, Nefopam et paracétamol. Je vous laisse réfléchir un petit peu sur cette question, de iatrogénie. Donc, les bonnes réponses, c'est alprazolam, hydroxyzine, Nefopam. Alors, un petit rappel, les benzodiazépines, je pense que je vous en ai beaucoup parlé tout au long de ces topos, c'est réservé plutôt pour des situations où les patients âgés vont avoir des troubles du sommeil, assez marqués et donc on va donner peut-être des benzodiazépines, pour une durée très courte, de 2 à 4 semaines maximum et des demi-vies courtes. On peut donner aussi, les benzos pour, des problématiques d'anxiété sévère, donc il est possible de donner des benzos. Cette fois sur une durée un peu plus longue, c'est de 4 à 12 semaines, mais pareil, on va privilégier, plutôt les benzodiazépines à demi-vie courte. Il faut savoir que les benzodiazépines, peuvent en fait entraîner des phénomènes de confusion, de confusion, qui peuvent survenir en fait pour non pas un problème de surdosage, mais pour une dose classique. En fait, chaque individu va réagir différemment. Ensuite, ça peut aussi entraîner tout ce qui est, dépendance. Alors ça peut arriver au bout d'un certain temps, la dépendance. En général, c'est quand, tous les récepteurs vont être saturés, mais ça, c'est pareil, c'est propre à chaque patient. Et les benzodiazépines, il faut faire attention quand, on arrête brutalement. Donc quand il y a un sevrage brutal ou on oublie un comprimé, ça peut entraîner, des confusions. Donc il faut être très méfiant. Par ailleurs, ce qui est fréquent quand on est âgé, c'est la démence à type Alzheimer et on sait que les benzodiazépines vont aggraver le trouble neurocognitif. Voilà. Les INS en tant que telles, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire: «Bah, si jamais ça entraîne une insuffisance rénale qui entraîne une confusion», mais directement, c'est pas connu pour, faire, des tableaux de confusion. Alors en gériatrie, faites attention aux INS pour tout ce qui est risque d'ulcère. Donc, en général, moi je suis pas contre, je contre-indique pas et même c'est pas que moi, hein. Il y a pas de contre-indication formelle liée à l'âge, mais par contre, il faut faire extrêmement attention aux reins, aux antécédents d'ulcères et je couvre toujours d'IPP. Voilà. Attention surtout si le patient a des anticoagulants, là, il faudra être, peut-être un peu plus méfiant. L'hydroxyzine, donc c'est un antihistaminique, j'ai pas pu, garder ma langue tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un antihistaminique de première génération, la Darax, qui va avoir des propriétés anticholinergiques, donc il y a un risque de confusion. Le Nefopam, c'est un antalgique de palier 1 qui est d'action centrale et qui est beaucoup plus fort que le paracétamol quand même, qui n'a la même que par voie intraveineuse ou intramusculaire. Alors il est possible, si on enlève enfin si on casse l'ampoule, de le mettre sur un morceau de sucre et de le faire fondre sous la langue. Mais en tout cas voilà, l'AMM, c'est plus pour la forme IV et c'est un peu plus fort, il y a pas mal d'effets indésirables, notamment des effets anticholinergiques.
Donc effet anticholinergique, c'est quoi? Ça va être des problèmes en périphérie, des effets secondaires sur tout ce qui est, constipation, rétention aiguë d'urine, également sécheresse des muqueuses. Ça peut déclencher des mydriases et donc faire des crises de GAFA, de glaucome aigu à ongles fermés. Et puis en centrale, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça peut, entraîner, tout ce qui est, des troubles, cognitifs, la cognition, de l'hypotension avec un risque de chute, de la tachycardie et cetera. Donc il faut éviter en première intention. Alors c'est pas les seuls traitements à propriété anticholinergique, mais en tout cas, voilà, ceux-là, faut se méfier. Paracétamol, donc c'est un antalgique de palier 1. La problématique, ce serait, le surdosage qui peut donner, une hépatotoxicité, mais sinon, voilà, il y a pas de grosses problématiques avec ce traitement. Les médicaments à propriété anticholinergique vont avoir tous ces effets secondaires. Donc c'est vrai que le risque d'occlusion, peut être majoré, le risque de rétention aiguë d'urine, donc de GLOB, qui peut entraîner in fine une insuffisance rénale aiguë. Tout ce qui joue sur la cognition, la xérostomie et ça peut empêcher du coup d'avoir des troubles un peu de sécheresse de la bouche qui peuvent déclencher des troubles de la déglutition et pourquoi pas une fausse route. Parfois même des candidoses buccales et donc qui dit fausse route dit aussi pneumopathie d'inhalation, plutôt à droite parce que la bronchouche droite, elle est beaucoup plus verticale, donc ça va tomber directement et donc voilà, c'est quand même des traitements avec lesquels il faut être prudent et donc il y a pas que les antihistaminiques de première génération, ni le Nefopam, il y a aussi tout ce qui est antidépresseur tricyclique, l'amitriptyline, tous les neuroleptiques et pensez aussi aux neuroleptiques cachés, le Primpéran par exemple, méthoclopramide. Les antiparkinsoniens également, l'antispasmodique urinaire, l'oxybutine qu'on peut donner, par exemple pour l'instabilité de la vessie dans l'hypertrophie bénigne de prostate et les arythmiques. Il y a pas le tramadol, il y a pas les morphiniques. Alors OK, tramadol, morphinique, ça peut déclencher la confusion, mais c'est pas le même mécanisme, voilà. Alors c'est quoi une confusion? Parce que je vous ai dit, ça dans le QCM, mais rappelez-vous, la dysfonction cérébrale aiguë mais réversible. Alors c'est réversible, c'est pas tout de suite immédiat, ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, mais en tout cas, c'est réversible et c'est secondaire à une cause soit organique qu'on va essayer de chercher, soit métabolique, pour le coup, on fera un bilan, biologique et aussi toxique. Ça va associer des troubles cognitifs, donc dedans, on a tout ce qui est troubles de mémoire à court terme, troubles de l'attention, troubles du langage, mais également des troubles attentionnels, voire de la vigilance et des troubles psychiatriques. Le mode d'installation, il est aigu, d'accord? C'est assez brutal. Bon, parfois, ça peut s'installer sur plusieurs jours, mais voilà, en général, c'est assez brutal. Les troubles cognitifs, donc si je dois rappeler, ça va être des troubles de la mémoire. C'est pour ça que tous les tests des 5 mots du Dubois ou les tests cognitifs peuvent être faussés quand, il y a une confusion, donc ça sert à rien de les faire. C'est pour ça le MMS, on dit jamais aux urgences, d'accord? On le fait, calmement dans une consulte mémoire, mais voilà, pas en urgence. Les troubles de la vigilance qui peuvent être fluctuants et des troubles psychiatriques avec une agitation anxieuse, un délire, des hallucinations. Voilà, à bien chercher. Alors, juste un petit mot sur les hallucinations. C'est vrai que quand on a un tableau confusionnel avec des hallucinations, il ne faut pas passer à côté d'autres choses. Les hallucinations pour la confusion, elles sont plutôt visuelles. Les patients, ils vont avoir l'impression de voir des animaux, type de zoopsie, un peu comme le délirium tremens, en fait, quand on est en sevrage d'alcool. À pas confondre avec des hallucinations en gériatrie, par exemple, qui seraient dues, à une, démence à corps de Lewy diffus. Rappelez-vous, c'est un syndrome parkinsonien atypique, dégénératif où on aura, un patient qui a un syndrome parkinsonien avec tremblement de repos, la kinésie, la rigidité, plastique et en plus des hallucinations visuelles et une hypersensibilité aux neuroleptiques. C'est quand même la deuxième cause de démence neurodégénérative, la démence à corps de Lewy diffus, donc voilà, il faut y penser. Quand on parle de confusion, il y a les critères du DSM-5, mais en fait, il y a surtout l'échelle CAM qui est super utile, qui est assez spécifique, qui nous permet de, dépister ou pas si on pense éventuellement à un syndrome, confusionnel. Donc ça va être un début aigu, une fluctuation de l'évolution, des troubles de l'attention, une désorganisation du cours de la pensée, une, atteinte de la vigilance également. Voilà, donc tout ça doit nous faire penser, soit on a la désorganisation du cours de la pensée et du langage, soit on a l'atteinte de la vigilance, on peut avoir les 2.
Un petit, rappel, c'est que si vous avez un patient qui est dément et vous vous dites: «Tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il y aurait pas un syndrome confusionnel qui est rajouté dessus?» Heu, si vous constatez une atteinte de la vigilance, par exemple dans Alzheimer, ça doit vous faire tilt parce qu'il y a pas d'atteinte de la vigilance dans Alzheimer, c'est que peut-être qu'il y a un épisode confusionnel. Et là, vous vous dites: «OK, mais pourquoi ces patients, ils vont avoir une confusion sur un petit facteur, style, le sevrage en benzo, style une infection, une cystite?» alors que nous, chez l'adulte plus jeune, en fait, non, on n'aurait pas de confusion. Eh bien, c'est le schéma qui nous l'explique, c'est qu'en fait, la réserve cognitive, elle va diminuer et donc il suffit d'un tout petit facteur pour entraîner une confusion. Voilà, un tout petit facteur. En sachant que nous, par exemple, il faudrait plutôt là, des adultes jeunes, style un AVC ou quelque chose, voilà, de très important pour créer cette confusion. Alors, un petit mot aussi sur, la clinique, c'est que la fluctuation, elle peut être assez déroutante. Si vous examinez un patient le matin, il peut être tout à fait, normal et le soir, il peut y avoir une aggravation, vraiment, quelqu'un qui, se met à être très, très confus le soir. Souvent, on dit même qu'il y a une inversion du cycle nictéméral. Le patient, la journée, il se met un peu à dormir et la nuit, il fait le cirque. Donc là, se pose la question de la contention physique, mais attention, parce que la contention physique, que ce soit les barres, les mousses, les attaches, enfin tout ce que vous voulez, c'est une prescription médicale. Ça doit être réévalué, ça doit vraiment être indiqué dans des cas précis. C'est-à-dire, si vraiment le patient il est dangereux, pour lui, pour autrui, s'il veut pas faire un traitement, s'il s'arrache ses perfusions. Mais en fait, c'est pas tout le temps mis en place pour la confusion et bien souvent, les équipes médicales, sont confrontées à des difficultés de prise en charge avec ces patients qui, voilà, s'agitent et cetera. Donc il faut faire attention. La contention physique, en tout cas pour votre concours, vous devez le cocher dans des, circonstances bien précises et toujours le réévaluer. Et attention parce que c'est un facteur d'aggravation de la confusion. Donc si vous installez cette contention, vous risquez aussi d'aggraver la prise en charge, de retarder, cette réversibilité. Alors souvent, quand on s'imagine la confusion, comme je vous ai décrit, quelqu'un qui est agité, qui bouge beaucoup, mais et là, faut pas se faire piéger, il peut y avoir la forme hypoactive et là, je trouve que le piège, c'est de passer à côté et surtout de penser, par exemple, à une dépression. Donc la confusion hypoactive avec un patient qui est apathique, qui est replié sur lui-même, qui est ralenti, là, on aurait un risque de sous-diagnostic et sinon, on peut avoir la confusion mixte. Voilà. Donc ne vous faites pas piéger. Au premier plan, en tout cas, quand on a une confusion hyperactive, c'est quelqu'un qui peut être opposé aux soins et quand c'est hypoactif, c'est plutôt de passer à côté du diagnostic. Voilà. Un petit mot sur les facteurs déclenchants de la confusion. Il faut être très systématique, toujours rechercher la cause organique. Donc déjà aussi, tout va se passer dans l'examen clinique. Il n'y a pas forcément besoin d'aller, dégainer les examens complémentaires. Même pour vous, pour vos échos, vous pourrez comprendre qu'en fait, rien que cliniquement, on peut s'orienter. Donc déjà, je regarde si, l'aspect général du patient.